Hello, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Qu'est-ce que vous me manquez. On avait deux hubs qui étaient programmés en avril, le 21 à Bruxelles et aujourd'hui à Paris. Le 21 à Bruxelles, je me sentais pas de le faire. De façon digitale, j'étais pas encore prête. Alors là, je vous demande votre indulgence parce que ça a été vraiment très compliqué de tout préparer et d'avoir tout le matériel et trouver la bonne plateforme pour qu'on puisse se parler, j'allais dire se voir aujourd'hui. On ne voit pas vraiment, on ne voit pas tellement, mais en tout cas être en connexion aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voulais remercier Julie. Alors Julie Foulon, tu es là, ça fait super longtemps que je te connais. Tu es une geek et d'ailleurs tu as lancé Girlic. Raconte-nous ce que c'est, parce que c'est vraiment grâce à toi qu'on utilise cette plateforme cet après-midi. Alors, juste avant de commencer, parce que je vois dans le chat qu'il y a des gens qui disent il y a des personnes qui n'ont pas reçu le lien. Donc, surtout, dites-leur de retourner sur la page d'inscription. Ils sont bien inscrits et Livestorm va leur renvoyer le lien de connexion. Voilà. Alors, juste pour vous expliquer, oui, Girlic, c'est une plateforme que j'ai créée en 2011. À la base, c'était un blog qui parlait que des nouvelles technologies, puisque moi-même, en tant que développeuse et chef d'entreprise, je trouvais que toute la littérature qu'il y avait sur les nouvelles technologies pour apprendre à coder, c'était fait pour les hommes, uniquement pour les hommes, et que moi, en tant que femme, je m'y reconnaissais pas du tout. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'attirer plus de femmes dans le secteur des nouvelles technologies au travers d'articles de blog, d'événements. J'avais même une émission radio à Charleroi à l'époque où je parlais que de technologie. Et puis, depuis 2019, j'ai complètement basculé et là, on fait avec mes collègues des formations et le but, c'est vraiment de former les gens en masse, principalement les femmes, aux outils du numérique pour leur permettre soit de développer leur carrière professionnelle. Donc, on organise énormément de masterclass, mais on fait aussi plein de webinaires gratuits. Depuis le confinement, tous nos webinaires sont gratuits le matin du lundi au vendredi. Et aussi, on accompagne dans notre programme d'incubation les femmes qui veulent développer leur projet professionnel. Voilà. Génial. Voilà. Et donc, en fait, tu nous as fait découvrir cette plateforme qui a été développée par une start-up française. Hein. Oui, c'est une start-up française, Livestorm, qui est incubée à The Family, hein, l'incubateur qu'on connaît tous très bien. Et donc, oui, ce sont des jeunes. Et c'est vraiment une chouette plateforme qui est vraiment pratique, qui permet justement de voir, donc d'inviter très facilement des gens, de voir leur progression. S'ils n'étaient pas présents, c'est pas grave, ils peuvent voir le replay. Ils peuvent voir également le chat, les questions, accéder aux slides. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Elle est très bien, cette plateforme. Mais dis-moi, Julie, il y a des personnes, j'ai par exemple Véran, mais Claudia aussi, qui disent qu'elles ne nous entendent pas. Est-ce que vous pouvez confirmer, Véran, par exemple, et Claudia, que vous avez toujours un problème? Julie, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Enfin oui, du moins, d'un autre côté, si elles ne nous entendent pas, ça va pas. On va pas pouvoir résoudre le problème, en fait. Si vous ne nous entendez pas, rafraîchissez la page. Voilà. Je suis en train de le mettre dans le chat. Parfait. Ah, voilà. Il y a une personne qui a dit qu'il fallait juste cliquer sur l'audio, en fait. Il faut activer le son quand on arrive dans le live. Rafraîchissez la page ou activer l'audio. Alors. Ah, Julie, au lieu de mettre Jean Grelet, tu as mis Jean Gretet. Jean, tu as changé de nom dans notre liste de participants. Ah, pardon. Mais il est super sympa, c'est pour ça que j'ose le dire. Il va pas te tenir rigueur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En tout cas, vraiment, je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. J'allais dire autour de moi. C'est vraiment formidable d'être malgré tout connecté dans ces temps si difficiles. J'espère vraiment que vous allez bien et j'espère qu'on va passer 1h30 ensemble pleine de pistes pour que vous puissiez imaginer d'autres façons de gérer votre marque, d'attirer les talents, de les garder, de communiquer sur votre entreprise. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Vinciane. Donc Vinciane Mouronville-Chareil,
c'est la première fois qu'on t'a dans un environnement Jump. Ça fait longtemps qu'on essayait de t'avoir. En fait, je crois qu'on avait un deal avec toi pour que tu viennes parler au Forum de Lyon. Et à cause des grèves en France, on n'a pas pu faire notre Forum de Lyon. Et donc, tu as une agence qui s'appelle Unique en son genre. Tu nous expliques en 2 minutes? Oui, en fait, merci Isabella de m'accueillir. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on échange et qu'on imagine un événement ensemble pour parler de cette marque employeuse. J'ai une agence qui s'appelle Unique en son genre et qui a pour objet de valoriser les femmes et les hommes, les femmes notamment dans la sphère professionnelle et les hommes dans leur sphère parentale, le tout dans l'espace professionnel essentiellement. Je travaille sur les questions de marketing, de communication, de langage, d'image, pour permettre en fait de changer aussi de point de vue et d'utiliser ces éléments-là comme facteurs aidants pour aller vers plus d'égalité. Donc c'est une agence qui vise l'égalité via les biais de la communication et du marketing. Ok, super. Donc on va t'entendre tout à l'heure. Ça va dépoter, j'en suis sûre. Julie, on va peut-être commencer. On va commencer par l'agenda, si tu veux bien. Et alors, je voudrais. Juste avant, je veux juste dire que à la fin du webinaire, vous allez tous recevoir un mail de Livestorm avec le replay. Donc voilà, on va également vous envoyer les slides. Et juste pour info, vous voyez en fait au-dessus du chat, donc il y a chat, questions et sondages. Si vous avez des questions, notez-les bien dans l'onglet questions. Comme ça, en fait, les intervenants pourront bien y répondre parce que sinon, ça va être noyé dans le chat. Et vous allez voir également qu'il va y avoir des sondages qui vont avoir lieu pendant l'événement. Et donc, quand il y a un sondage disponible, eh ben, c'est marqué d'un petit point rouge. Voilà, tout simplement. Donc, je vais pouvoir m'éclipser maintenant, mais je reste là dans les coulisses. Ça va? À tout de suite, Julie. Bon webinaire. Merci. Merci. Alors, on va regarder le slide de l'agenda. Alors, est-ce que j'y arrive? Oui, je pense que j'y arrive. Je prends la main. Yes, ça fonctionne. Ça, c'est un peu la structure, en fait. Sauf que par rapport aux bonnes pratiques d'Orange, malheureusement, Orange a un tel pare-feu que malheureusement, toutes les personnes d'Orange qui sont avec nous peuvent nous entendre. Elles peuvent, je suppose, communiquer. Oui, elles peuvent communiquer dans le chat. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas prendre la parole. Donc, malheureusement, on n'entendra pas Eliane. Je suppose que je raconterai quelques petites choses au niveau des pratiques d'Orange, mais je ne pourrai pas me substituer à elle, évidemment. Donc, je suis vraiment très triste par rapport à ça. Mais voilà, ce n'est que partie remise. De toute façon, comme l'a très bien dit Julie, vous aurez tout. Vous aurez les slides. Vous aurez aussi plein de ressources qu'on va vous mettre à disposition dans un mail qui va vous être envoyé après le webinaire. Je voulais aussi remercier mon équipe qui m'a soutenue dans ce premier hub digital. Christine, Stéphanie, Didier, vraiment mille merci pour votre soutien. Vous êtes très très important pour moi et pour Jump. Julie, j'aimerais bien qu'on commence avec le premier sondage. Parce que bon, on va vous faire bosser quand même aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse ici derrière la caméra et l'écran. Alors, le sondage, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le sondage? On va commencer par le sondage numéro 1. Est-ce que vous avez déjà participé un forum, un hub, une conférence, une session de formation de Jump, juste pour que je sache combien d'entre vous nous connaissent bien ou pas. Est-ce qu'on le sondage, a priori, n'est pas encore publié. Je vous demande de patienter un instant. Je t'interromps, Isabella. Ouais. Ça va arriver. Julie va nous publier le sondage. Julie, tu nous entends? Attends, sinon, c'est pas grave, je vais le faire. Hop. Je vais le faire moi. Où est-ce qu'il est maintenant? J'ai perdu mes sondages. D'accord, super. En tout cas, il y a déjà 111 personnes connectées. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent juste d'arriver. Je vois qu'il y a une personne qui s'appelle Claire et qui dit que c'est la première fois qu'elle suit un forum Jump. Eh ben, je suis ravie parce que moi, je ne suis pas la seule. Alors, pour moi, ils sont publiés. C'est ça qui est étonnant. Donc, alors, moi, je ne les vois pas, les sondages. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous les voyez? Oui, parce que pour moi, ils sont publiés.
Non, personne ne les voit. Il dit aussi que c'est sa première fois. Ah ben, je suis ravie, Claudia, qu'en fait, tu nous entendes déjà. C'est super. Merci pour ta réponse. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas les sondages. Julie, Je gère. tu gères, tu chipotes. Tu chipotes, comme on dit en belge. Hein, ou on dit ça en français aussi, je sais pas. Non, c'est très belge. Ah, c'est très belge. Bon, bah alors voilà, les Français, on chipote là maintenant. On peut dire la même chose en français. En fait, Donc, ok, tant pis, c'est pas grave, on va continuer. Donc, Jump, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une entreprise sociale qui s'occupe vraiment d'égalité professionnelle, d'égalité au travail. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le monde, c'est changer la société par l'égalité. On pense qu'on peut changer les individus par l'égalité, on peut changer les entreprises, et si les entreprises changent et deviennent plus inclusives, eh bien, elles peuvent changer le monde économique et le monde de demain, et on en a vraiment besoin plus que jamais. Alors, on a imaginé avec Christine, entre autres, ce trajet en fait pour avoir plus de diversité et d'inclusion. C'est 4 étapes, comprendre et engager, diagnostiquer évidemment, et puis faire un plan d'action, piloter le changement et puis en tirer les bénéfices. Et on a beaucoup de choses qui s'inscrivent dans ces 4 étapes. Ça, c'est notre proposition de valeur, hein, le Unique Selling Proposition, avec les formations, les événements, les études globales qu'on fait au niveau sociétal, les enquêtes qu'on fait au sein des entreprises, le Hub, qui est le réseau des responsables de diversité, le conseil qu'on apporte, toute la communauté. Là, on est en plein dedans, on vit la communauté là et c'est vraiment formidable. Donc ça, c'est ce qu'on fait, et on a aussi de nombreux outils gratuits. Donc ça, si vous allez sur notre site et que vous allez sur l'onglet ressources, vous allez voir, il y a un sous-onglet sexisme, un sous-onglet inclusion, toolbox, studies, et là, vous avez plein de ressources complètement gratuites à votre disposition quand vous devez justement piloter ce changement au sein de l'entreprise. Donc surtout, n'hésitez pas, on vous enverra les liens dans le mail qui va suivre ce webinaire. Alors ça, nous on pense, alors je sais que c'est controversé, hein. Bien sûr on le fait pour changer le monde, on le fait parce que c'est beaucoup plus éthique, on le fait parce que bon sang de bonsoir, c'est complètement débile de se passer d'au moins 50% des talents. Mais on pense aussi que les entreprises ont tout à gagner d'avoir plus d'égalité, de diversité et d'inclusion. Ça, ce sont 4 des domaines dans lesquels vous pouvez gagner un avantage concurrentiel. Et nous, aujourd'hui, on va s'occuper de celui-là, la marque employeur. Pourquoi? Pour pouvoir attirer les meilleurs talents, hein, quels qu'ils soient. Les meilleurs talents, ils sont très diversifiés, comme l'est la société. Les retenir aussi, grâce à une culture d'entreprise inclusive. Et puis parce que, bon, voilà, quand on reflète la société, on a un staff qui est vraiment diversifié, bien, on ressemble à la société, du coup, on augmente l'innovation, on augmente la performance, l'efficacité opérationnelle, et surtout, on est bien plus responsable. Et je pense que toutes les entreprises, évidemment, ont cette envie d'être bien plus responsables pour la société, encore une fois, en particulier aujourd'hui. Alors, la force de la marque. Pourquoi est-ce qu'il faut passer du temps sur cette marque? Regardez un petit peu ces chiffres qui sont assez intéressants quand même. 75% des candidats et des candidates vous recherchent avant de décider de postuler. 83% des entreprises qui ont une marque forte me disent voilà, c'est plus facile d'attirer de bons talents, c'est plus facile aussi de les garder. Donc, c'est autant d'efforts quand même à faire en moins pour essayer de recruter ou attirer. Et puis, il y a plein de talents qui ne viendront pas si votre réputation, parce que c'est de ça dont on parle, c'est la réputation. Si votre réputation n'est pas bonne, ils ne viendront pas. Et puis, si les candidats et les candidates ont une mauvaise expérience en tant que consommateur, en tant que client, ils vont avoir beaucoup moins envie aussi de vous rejoindre. De quoi est-ce qu'on parle? C'est ça en fait. La marque employeur,
c'est cette proposition de valeur à vos salariés, qu'ils soient présents ou futurs. Et c'est très similaire à la marque tout court, qui est cette même proposition par rapport à vos clients. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer une perception de marque? Je ne sais pas, Julie, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir envoyer le sondage sur la perception de marque? Je crois que ça doit être mon B. Ok, on m'en occupe. Ok, on va voir cette fois-ci si ça fonctionne. Donc vous voyez en fait sur les axes, on a d'une part la perception externe et de l'autre part perception interne. Alors comment est-ce qu'on fait la perception interne? Grâce à des enquêtes d'engagement bien sûr, grâce à des audits, grâce à des interviews, des gens qui partent. Et on pense pas suffisamment d'ailleurs aux interviews des gens qui restent. Pourquoi est-ce que vous restez chez nous? C'est toujours aussi très très intéressant. La perception externe, là c'est tout à fait un autre audit sur la perception justement de la marque auprès des consommateurs déjà acquis, auprès de ceux qui ne sont pas encore acquis et savoir justement pourquoi ils ne deviennent pas clients de votre marque à vous. Et en fonction des résultats, on a 4 possibilités en ce qui concerne en tout cas la marque employeur. Regardez, si on est très bas dans la perception en interne de la marque de l'entreprise et en externe, on va avoir beaucoup de difficultés pour attirer et garder les talents. Si jamais on a une bonne perception externe, mais une mauvaise expérience au niveau des salariés, en fait, on ne dit pas le vrai, on fait une fausse pub. Et ça amène quand même pas mal de soucis. Ça doit nous demander vraiment beaucoup d'énergie, du coup, pour pouvoir garder les gens, peut-être moins les attirer, mais en tout cas les garder. Si vous avez une super bonne perception interne, mais par contre que votre perception externe, soit elle n'est pas géniale, soit elle est très faible. Voilà, bonsoir, vous avez de l'or dans les mains, il faut travailler sur votre marque, il faut raconter ce que vous faites de bien. Moi, je rencontre quand même beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à aller en externe en disant oui, mais on a fait ça, et puis c'est vrai que quand nos enquêtes d'engagement sont bonnes, et c'est vrai mais on a du mal à attirer. Ben oui, mais parce que les petits loups, votre marque, elle n'est pas connue, donc ou on en a une mauvaise perception. Donc c'est très important d'aller vers de la communication externe. Et puis là, si c'est bon dans les 2 cas, c'est du miel pour les abeilles. Alors, Julie, est-ce qu'on a le sondage? C'est parce que je voudrais savoir. Le sondage est publié, Isabelle. Ah, génial. Le premier a fonctionné et d'ailleurs les résultats sont que 70% des personnes qui participent aujourd'hui à ce hub sont pour la première fois participent à un forum Jump. Ah, je vois ça, absolument, 70%. Ben voilà, bienvenue dans la communauté Jump. Je suis ravie. Je suis vraiment très très contente que vous soyez là. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de nous, c'est du miel que vous dites. Donc et non seulement il y a une expérience salariée qui est super bonne et une expérience client qui est super bonne avec une bonne marque pour plus de 50% d'entre vous. C'est génial. Bon, en attendant, je suppose que Vinciane sera d'accord avec moi, on peut toujours s'améliorer et ce que vous allez entendre tout à l'heure est vraiment très intéressant pour pouvoir le faire. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que auxquelles vous n'avez pas pensé. Fausse pub, presque 20% quand même, ouais. Et gâchis, 30%. Ok, super. Alors, pourquoi est-ce que on a voulu, au sein de Jump, nous occuper de cette problématique de marque? Donc, au sein de Jump, on s'occupe de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Et je pense que ça, c'est quand même super important à rappeler à chaque fois. Les femmes ne sont pas une minorité. Ce n'est pas pour ça, c'est pas parce qu'elles sont une minorité qu'elles font partie de la diversité. C'est parce qu'elles ne font pas partie de la norme. Et on va tout de suite comprendre pourquoi, pour ceux et celles pour lesquels c'est un petit peu flou. Mais si on est déjà la majorité de la population, on est la majorité des talents, en tout cas des talents qualifiés. Je pense que dans les talents, il y a plein de personnes qui ont d'autres types de qualifications qu'universitaires, mais c'est quand même très très important à rappeler à chaque fois. 57%, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Belgique, c'est vrai pour l'Europe. Et puis surtout, on est le marché. 85% des responsables des achats de biens de consommation, ce sont des femmes. Donc, c'est
fondamental que votre marque existe aussi auprès de l'autre moitié du ciel, comme disent les Américains. Tout ça, c'est un jeu de séduction. Alors, comment est-ce qu'on séduit les femmes? Alors là, c'est McKinsey qui a fait une très bonne étude qui dit, ben voilà, ce que ça a comme impact, ces différentes mesures en fonction de l'attrait des talents, mais aussi de la rétention de ces talents. Alors, vous voyez, les entreprises qui ont été, je crois que c'est à peu près 500 entreprises qui ont été questionnées sur ces sujets. Il y en a presque 30% qui ont des objectifs quantitatifs au niveau du nombre de femmes qu'elles doivent recruter, mais que 21% au niveau du nombre de femmes qu'on va mesurer au niveau des promotions. Ça, c'est quand même une sur quatre. Quand on parle de très grandes entreprises, c'est un peu cata quand même. Et puis alors, ce qui est intéressant, et c'est de ça dont on va parler, les billets conscients et les billets inconscients, parce que c'est très important. Regardez en fait, les personnes qui sont dans les panels de recrutement, dans les panels d'évaluation, ou qui ont cette responsabilité-là, eh bien regardez, il n'y a que 20% des entreprises qui font attention à ce que ces personnes-là, pour le recrutement en tout cas, soient formées au billet. 4% au niveau des promotions, c'est absolument rien du tout. Donc vraiment, c'est très important. En fait, il n'y a pas que ces gens-là qui doivent être formés au biais conscient et inconscient et aux stéréotypes. C'est toute l'entreprise qui doit l'être, parce que c'est super important de comprendre qu'on a des privilèges par rapport à d'autres. Quels sont mes privilèges? Qu'est-ce que le sexisme ordinaire, voire même bienveillant? Je dis, par exemple, tiens, un mercredi après-midi, ça ne te dérange pas qu'on fasse une réunion le mercredi après-midi? Non, parce que je sais pas qui s'occupe de tes enfants. À partir du moment où on le dit uniquement aux femmes, on le dit pas aux hommes, mais c'est un véritable problème en fait pour la place des femmes dans l'entreprise. C'est tellement plus facile à ce moment-là d'avoir ce complexe d'imposteur. Donc, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir à ces billets. Là, j'aime beaucoup ces deux images-là, parce que c'est juste deux exemples des billets. Alors, en général, on préfère les personnes qui nous ressemblent, qui ont quelque part la même expérience que nous que la vie, qui ont fait les mêmes études, qui ont même le même type de famille, qui viennent à peu près du même contexte socioculturel, etc. Et c'est vraiment, on s'en rend même pas compte, mais on va plutôt les privilégier parce que c'est plus facile en fait de se comprendre. Et puis alors le rhinocéros, mon petit rhinocéros, je l'adore parce que lui, il pense que tous les paysages qu'il peint, il y a une montagne dessus parce que c'est sa perception de la réalité. En fait, la réalité n'existe pas. La réalité, elle est différente en fonction de chaque individu parce que c'est notre expérience qui va construire notre réalité. Et donc, c'est très important d'avoir une posture d'humilité pour pouvoir entendre, comprendre l'autre et valoriser l'autre. Sinon, on risque d'arriver à ceci, voilà. Là, on voit parfaitement pourquoi cet homme devrait rejoindre un autre groupe d'hommes. Si c'était une femme, il y a exactement le même dessin avec une femme qui est candidate. On dit, expliquez-nous, quelle est votre valeur ajoutée pour notre entreprise? J'adore celle-là. Regardez ça. Ça, c'est une des images qu'on utilise très souvent pour illustrer en fait notre site web, notre brochure corporate, etc. On a l'impression que tout va bien, puisqu'on a deux femmes qui bossent, deux hommes qui bossent, qui sont en réunion, a priori dans des postures plutôt égales. Mais quand on regarde bien, c'est beaucoup moins évident que ça. Regardez l'attitude des hommes. Regardez comme elle est assertive, l'attitude des hommes. Regardez l'attitude des femmes. Alors évidemment, qui tient le stylo, qui va prendre les notes de la réunion. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais elle exagère, comme d'habitude. Mais non, mais en fait, ça nous envoie des signaux, ça, dans notre cerveau. Et c'est très important de faire très attention aux images qu'on croit absolument correctes. Eh bien, regardez l'attitude. Et c'est une espèce d'attitude où clairement, il y a une domination totalement involontaire, totalement inconsciente,
de la part des deux hommes qui sont sur la gauche de l'image. Donc, c'est vraiment important de faire cette évaluation. Julie, j'aimerais bien que tu lances le sondage sur qui fait des enquêtes au niveau du taux d'engagement. Alors déjà de tous les salariés, hein, c'est la question C, au niveau des salariés, mais également qui fait, quand vous faites une enquête au niveau de vos salariés, est-ce que vous faites la différence entre le taux d'engagement des femmes et le taux d'engagement des hommes? Est-ce que vous l'avez? Ah oui. Hop, vous êtes en train de répondre. Ah, ben, quand même beaucoup d'entreprises qui sont représentées ici et qui ne font pas du tout d'enquête d'engagement. L'engagement, alors, je pense que s'il y a bien quelque chose hein, qui va perdurer dans cette crise et après la crise, hein, c'est vraiment l'attention qu'on va devoir porter à l'engagement. Parce que c'est d'autant plus compliqué de travailler avec des personnes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans le même environnement que nous, si ces personnes, si on ne les sent pas complètement engagées, si ces personnes ne se sentent pas complètement bienveillantes par rapport à l'entreprise et volontaires pour donner le meilleur de soi, même quand on n'est pas dans un environnement qui finalement est contrôlable. Donc l'engagement va devenir de plus en plus important. Alors, avec l'analyse de genre, bravo, il y a quand même une personne sur 4 qui répond que vous le faites, ça c'est génial. Je suppose enfin, que quand on fait une analyse sur les taux d'engagement différenciés hommes-femmes, en général, on voit que le taux d'engagement des femmes est inférieur à celui des hommes. Et je me rappelle, j'avais posé la question à, comment ça s'appelle, cette marque employeur, Good Place to Work, Great Place to Work. Et je leur avais demandé, est-ce que vous faites cette différence homme-femme? Et alors, ils m'ont dit, oui, mais en fait, on le fait plus. C'était il y a 10 ans, donc maintenant, ils l'ont refait. On le fait plus. J'ai dit, mais pourquoi vous le faites plus? Ah ben parce que automatiquement, les femmes étaient beaucoup plus mécontentes que les hommes. Et donc, on n'a pas compris. Il y avait un biais, comme on ne comprenait pas, on n'a plus posé la question. Waouh! En fait, c'est pas parce qu'elles sont juste plus difficiles. C'est juste parce que l'environnement dans lequel elles sont leur convient moins et moins inclusif en fait de leur différence. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors là, c'est un petit slide qui nous dit, mais qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? En fait, ce qu'elles veulent avoir leur place. Elles veulent qu'il y ait des objectifs quantitatifs au niveau du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes. Elles veulent qu'on les mette en valeur dans la communication, mais au sein de l'entreprise aussi, en interne. Elles veulent qu'il y ait de la cohérence entre ce qui est affiché à l'extérieur et ce qui est vécu à l'intérieur. La croissance personnelle, ben oui, il n'y a pas de raison. Hein. Les hommes aussi veulent ça. Donc, les femmes qui sont tout aussi qualifiées que les hommes, elles veulent aussi avoir de véritables opportunités de croissance professionnelle. Elles veulent avoir non seulement des mentors, mais des sponsors. Elles veulent avoir du feedback. Est-ce que vous savez que le feedback qui est donné aux femmes est en général bien moins constructif que le feedback qui est donné aux hommes? On va davantage commenter leur attitude plutôt que leur aptitude. Et quand c'est donné par un homme à une femme, c'est encore pire. C'est comme si l'homme avait peur de faire un vrai feedback aux femmes. Ça, c'est une enquête qui a été faite par le Harvard Business Review et on l'a fait nous auprès d'un client en vérifiant en fait les mots qui étaient utilisés dans les feedbacks et c'était ahurissant. Donc, il faut se rendre compte de ça. Les mêmes rémunérations et avantages. Il y a une banque en France qui me téléphone il y a 2-3 ans et qui me dit il paraît que vous êtes une spécialiste de l'écart salarial. Mon groupe, un groupe du CAC 40, mon groupe a 19% d'écart salarial. J'ai fait un plan sur 5 ans pour arriver à 5%. Est-ce que c'est OK? J'ai dit, je rêve, c'est pas possible. Mais non, 5%, c'est juste pas OK du tout, en fait. Ça doit être 0. C'est comme ça, sinon vous êtes hors la loi.
Ah oui, mais vous vous rendez pas compte, ça va nous coûter cher. Ben oui, peut-être, ça va vous coûter cher, mais sinon, ça risque de vous coûter vachement cher aussi, en risque réputationnel, en non, en fait, que les femmes ne vont pas rester si elles se rendent compte qu'elles ne sont pas traitées de la même façon que les hommes. Et puis, je raconte même pas au niveau juridique. La flexibilité aussi. Alors, la flexibilité, ben oui, souvent on dit, ah, les happy place to work, on va mettre une table de ping-pong, etc. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est bien aussi une table de ping-pong, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez une politique par rapport à la maternité, la préparation, le retour, la paternité aussi, avec de plus en plus de congés de paternité et surtout de parentalité qui sont pris par les hommes. Est-ce que vous avez une politique de flexibilité? Alors maintenant, c'est de la tarte à la crème parce qu'on va tous être en remote, en télétravail, mais c'est important que ce soit pas uniquement pris par les femmes, mais par les hommes aussi, pour que ce ne soit pas un frein à la carrière. Et la reconnaissance, ça c'est vraiment fondamental. Cette culture du feedback, avoir ces stay interview et ces remain interview, l'environnement sain et respectueux. Rendez-vous compte que si vous ne travaillez pas sur les comportements inacceptables, que si vous ne travaillez pas sur une partie de ces comportements qui s'appelle le sexisme, ça veut dire que vous laissez la place ouverte à ces comportements. Dans toutes les entreprises, il y en a, en particulier dans celles qui ne travaillent pas dessus. Donc, c'est très important. Et une entreprise qui performe, ben oui, bien sûr, c'est normal. Alors, on va peut-être attendre la première partie de Vinciane. Est-ce que vous avez remarqué peut-être que je me suis exprimée en disant marque employeur? Je ne me suis pas exprimée en disant marque employeuse, comme c'est annoncé dans le titre de notre hub. Mais c'est elle en fait, hein, la coupable. Parce que c'est d'elle dont j'ai appris ça. Je me suis dit, mais marque employeuse. Ben oui, c'est vrai, c'est comme entrepreneuse. Ben oui, raconte-nous, Vinciane. Pourquoi est-ce que tu m'as chamboulé comme ça? Pourquoi j'avais jamais entendu ça de ma vie? Alors, pour vous raconter ça, je vais faire juste un petit micro-contexte de qui je suis. En fait, j'ai fait tout mon parcours professionnel en tant que communicante. Et la communication, c'est donc pour moi un médium normal de base. Et j'ai eu un parcours à la fois en tant que salarié, dans le public, dans le privé, dans des petites équipes, dans des grandes équipes, à des étages différents de hiérarchie. Et j'ai choisi d'être entrepreneuse en 2012. Et pendant mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai été accompagnée par des structures dans lesquelles il y avait des personnes qui créaient aussi leur entreprise et qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que j'avais une perception de la communication qui avait déjà intégré la question du genre et que autour de moi, les équipes marketing qui pouvaient avoir 25 ans aux plus jeunes, voire 40 aux plus âgés, dans ces startups, n'avaient pas du tout intégré ce facteur. Il se trouve que cette première entreprise que j'ai créée, j'y ai mis fin et j'ai créé donc l'agence unique en son genre parce que justement, à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose pour que le genre soit intégré dans les esprits pour les personnes qui communiquent, quel que soit leur objet de communication de marketing. Et donc, un jour, je me penche sur ce terme de marque employeur et là, je me suis dit qu'il y avait une vraie trace de sexisme complètement invisible. Complètement invisibilisé, de décalage. Pour moi, la marque employeuse. Alors, attendez, il faut que je trouve comment je fais pour passer d'une slide. Voilà, comme ça. La marque employeuse, pour moi, c'est ce que disait tout à l'heure, ce que tu disais, Isabella. C'est tous ces avantages qui font que on va parler d'une marque pour une entreprise qui est présentée comme un produit marketing par les RH, par les ressources humaines, et dont l'objectif est bien d'attirer les personnes compétentes, motivées, pour les intégrer, les fidéliser, etc. Donc, on va attirer les talents, on va favoriser le bien-être des individus, favoriser l'égalité entre les personnes, conserver ces talents, surtout les conserver, les faire évoluer, les faire monter en compétences, et fidéliser soit le personnel si on parle de com pour l'entreprise, soit la clientèle quand on a un rapport. Et on a vu tout à l'heure à quel point ça peut être perméable, la perception interne et externe.
Et déjà, avant d'aller plus loin, je voulais savoir quel était pour vous donc Julie, si tu veux bien partager le sondage que j'ai créé. Est-ce que vous partagez cette vision du marketing RH qui est au service de la relation humaine, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, je vous remonte un peu, donc attirer les personnes, fidéliser, conserver, etc. Donc si vous voulez bien répondre à cette question pour que je puisse savoir à peu près où vous en êtes, vous, dans votre perception, dans votre adhésion à cette idée de la relation humaine au cœur du marketing RH. Je vous laisse répondre. Alors, peut-être il y a des personnes qui répondent. Peut-être, c'est super, merci d'avoir répondu peut-être, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a... Je vois qu'il y a des personnes... Oui, dis-moi Isabella, il y a des personnes? Il y a des personnes qui répondent. Il y a un décalage entre nous. Entre ce qu'on dit et le temps de réponse, oui, je me doute. Merci d'avoir répondu en tout cas, et je vous laisse continuer à répondre si vous le souhaitez. Donc, vous partagez à 87% cette perception. J'ai pas de nom, c'est déjà top. Déjà, on peut continuer à travailler et à échanger sur le sujet. Pour moi, la marque employeur, et c'est donc pour répondre à ta question, Isabelle, la marque employeur, c'est l'expression d'un autre temps. C'est un autre temps, c'est une expression qui est née, le terme employeur est né au 19e siècle. C'est le terme de l'industrialisation, c'est le terme du patron, du patriarche, de l'homme qui dirige l'entreprise, dirige les hommes, souvent les ouvriers, les femmes aussi, les ouvrières ou les paysannes ou les paysans. Le terme employeur, c'est un terme qui est très connoté d'une époque, d'une réalité sociale, d'un mode de fonctionnement entre les individus dans leur espace de travail, qui a perduré au XXe siècle et qui s'est associé, qui a été collé quand le terme de marque. Le terme en anglais m'échappe là tout de suite, mais en fait, c'est l'idée de marque employeur, c'est un concept qui vient durant les années 80, qui nous vient des États-Unis, donc en anglais, et ça a été traduit en français avec ces deux termes, marque et employeur, et sans aucune coordination de genre. Tu dis? J'ai pas entendu. Je suis désolée. C'est pas grave. Donc, cette traduction au masculin en français associe le terme marque au féminin, le terme employeur au masculin, la marque étant quelque chose de très moderne des années 80, qu'on utilise donc depuis longtemps, et l'employeur étant ce stigmate du patriarcat des années du 19e et du 20e, et qui, en fait, aujourd'hui, interpelle plus tant que ça parce que c'est devenu la norme. Et pourtant, moi, je l'interpelle vraiment et avec force parce que déjà, il y a une incohérence de genre, de langage entre marque et employeur. Qui emploie? Je vous invite à lire l'article que j'ai publié sur mon blog qui donc parle du terme employeur et de la marque employeuse. Qui emploie? Est-ce que c'est une société? Donc, dans ce cas-là, c'est une société qui est employeuse. Est-ce que c'est une entreprise? Elle est employeuse. Est-ce que c'est un homme? Alors, il est employeur, mais du coup, est-ce que c'est lui à titre personnel? Est-ce que c'est lui à titre de dirigeant? Et dans ce cas-là, c'est toujours l'entreprise qui emploie. Donc, voilà, j'interroge sur ce terme employeur. Je vous invite à réfléchir à ce que ça signifie pour vous. Est-ce que vous êtes en adhésion avec ce terme ou est-ce qu'on peut penser les choses autrement? Et du coup, j'accorde en genre et donc en diversité le terme de marque et d'employeuse, l'entreprise employeuse et la structure, l'organisation. En fait, c'est un changement de posture mentale auquel je vous invite pour participer à changer le monde comme Isabella nous invitait à le faire au tout début de ce hub. Donc, participer à changer le monde pour aller vers plus d'égalité entre les individus. Le risque de rester sur cette incongruence, le risque en tout cas, c'est le rejet de la marque. C'est l'entreprise Unilever, qui est donc pas une petite boîte, qui dès 2016 alertait après avoir fait une enquête en interne pendant 2 ans sur près de 1000 campagnes publicitaires sur 200 marques, donc dans différents pays du monde, et donc avec des cultures locales différentes.
qui revenait avec un sondage qui permettait avec des résultats d'études qui permettaient d'identifier qu'il y avait une forte tendance sociétale qui s'est confirmée, qui continue de se confirmer aujourd'hui sur les engagements, la valeur, etc. de la part de la cible qu'on vise par rapport à ce que dit la marque, et que en fait 4 personnes sur 10 rejettent une offre poussée par un message discriminant, juste le message. Elles ont même pas besoin d'aller voir le produit, d'aller voir le produit, l'entreprise, quoi que ce soit. C'est juste le message portant des discriminations va générer le rejet. Donc c'est super important. Et ça génère souvent des bad buzz. On connaît les bad buzz sur les marques sexistes sur Internet. Il y a Pépite Sexiste qui est déjà intervenu dans un forum de Jump pour montrer à quel point le marketing peut être genré, et genré dans le sens mauvais du terme, c'est-à-dire excluant ou qui ferme les individus dans des rôles qui les enferment et qui empêchent les individus d'être libres de leurs choix et de leurs pensées. Le risque, c'est donc que sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire le site internet, la messagerie, la com interne, le marketing, le service clientèle, dans tout cet espace, il puisse y avoir une perception, donc c'est ce que Isabella a présenté comme la perception externe, qui est la partie visible de l'iceberg perçue par la cible comme étant incohérente par rapport à des valeurs qui seraient affirmées par ailleurs et qui provoqueraient donc ce rejet. On l'a vu, l'exclusion passe par les stéréotypes et ça génère des exclusions de types différents. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'attacher aux questions de sexisme, mais on peut du coup ouvrir son esprit et s'intéresser aux questions d'agisme, de racisme et de handicap. Ce sont les mêmes processus d'identification, de cooptation, de cercles fermés, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce magnifique groupe d'individus tous identiques qui vont recruter un individu parfaitement identique à eux. Autre petite question, sondage. Selon vous, quel canal véhicule le plus les stéréotypes entre l'image, l'écrit, l'oral, dans la communication et le marketing? Quels sont, même en RH, en interne, peu importe, sur tous les vecteurs de communication, qu'est-ce qui pour vous marque le plus les stéréotypes? Donc, je vous invite à répondre à cette question, qu'on puisse avoir une petite idée de votre perception à vous. C'est notre façon de continuer à avoir le lien avec vous, parce qu'on est connecté à distance et que c'est important de pouvoir avoir votre impression. Et je vois qu'il y a déjà des questions qui vont nous être reprises tout à l'heure, qu'on va reprendre après. On va répondre à vos questions juste dans quelques instants. Donc, dans le sondage, ce que je vois, oui. Oui, Isabella. Dans le sondage, je vois qu'on a 76% de personnes qui considèrent que l'image est le canal qui véhicule le plus les stéréotypes. Donc, on va voir tout à l'heure qu'à travers la marque employeuse, il y a bien d'autres endroits qui peuvent être vecteurs de stéréotypes. Avec Isabella, on avait évoqué la question de l'égalité, de l'inclusion et là, pour le coup, de la réalité. Je ne t'entends pas, Isabella, ça coupe tout le temps en fait. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez ou pas? Je confirme, il y a un problème de connexion de la part d'Isabella. Donc, il faut simplement rafraîchir la page si vous avez des problèmes de connexion. Voilà. Mais, oui, mais je l'ai déjà fait. On t'entend très bien. Donc, moi, a priori, on m'entend sans problème. On entend Vinciane. Donc, semble-t-il que tout le monde m'entend. Julie, tu me confirmes? Tu m'entends? Oui, on t'entend très, très bien. Ah, c'est donc Isabella qu'on n'arrive pas à suivre. Exactement. Alors, attends, je vais mettre le slide en grand. Ouais. Voilà. Donc, je vais présenter
cette vignette. J'essaye de suivre votre chat en même temps pour voir s'il y a d'autres. Ou alors Julie, tu me fais signe si jamais il y avait un souci. Donc on parle bien d'égalité, d'équité. Faut faire attention à la traduction en anglais. Et alors, j'ai Isabella qui dit demander à Orfeo de monter sur scène. Est-ce que parmi les contributrices et contributeurs, il peut y avoir une personne qui fait ce geste technique? Donc, l'égalité, c'est différent de l'inclusion et de la réalité. Donc, ou alors on peut dire égalité, équité et réalité. On voit sur la partie gauche que en fait on va donner la même chose, donc c'est l'égalité de droit qui permet à chaque individu de bénéficier des mêmes droits à hauteur égale. L'équité ou l'inclusion va permettre en fait d'adapter les solutions en fonction des personnes et de pouvoir adresser des solutions différentes en fonction des besoins. Donc ici on voit au milieu de ce dessin, de ce schéma, qu'on a un personnage qui est grand et qui n'a besoin de rien pour voir par-dessus le parapet, une personne qui est plus petite et qui donc a besoin d'une caisse, et une autre qui est bien plus petite et qui a besoin de 2 caisses pour monter. Et en fait, la réalité, c'est que généralement, lorsque on ne le conscientise pas, on fait les choses machinalement, il se trouve que si on ne fait pas attention à ça, c'est la réalité fait qu'on va plutôt aider les personnes qui n'en ont pas besoin et qui ont déjà accès aux informations, et que les personnes qui en avaient besoin auront le moins d'aide. Est-ce qu'Isabella, tu es revenue avec nous? Isabella, je t'entends. Moi, je t'entends. Désolée, mais comme j'ai été déconnectée longtemps et que j'ai essayé par le PC de mon mari et que ça n'a pas fonctionné. Je t'entends, c'est simplement que ça coupe régulièrement, donc c'est voilà, assez irrégulier. Ok, parfait. Bon, donc Goulaye. Alors, je vois qu'il y a un message qui dit de Maud qui dit que l'équité est un outil d'égalité. Qui me dit comment l'égalité n'a jamais été de donner la même chose à toutes ou à tous. Simplement, on pourrait penser l'égalité de droit, c'est sur le plan juridique, et après, on peut donner des solutions en fait. à tout le monde. Et c'est ça que je voulais préciser. Tu es là, Isabella? Non. Christine, est-ce que tu peux monter sur scène, s'il te plaît, Christine, pour me relayer? Oui. Pour relayer Isabella, qui semble d'avoir un problème technique. Donc, on n'a pas je pense, la chance d'avoir Eliane qui est avec nous, mais qui va pas pouvoir partager les bonnes pratiques aujourd'hui. Du coup, Isabella, moi, je propose qu'on prenne quelques questions plutôt que de passer à cette partie de la présentation. Vinciane, il y avait des questions pour toi. Comment est-ce qu'on explique le slogan « Les hommes savent pourquoi » qui continue à être utilisé avec succès pour une marque de bière, hein. Comment on peut expliquer des choix? Faudrait demander à cette marque de bière. C'est un choix de la marque, c'est un choix marketing, c'est un choix d'adresser plus particulièrement les hommes. Et je pense que c'est un choix qui peut être totalement interrogé, parce qu'en fait, il y a une autre marque de bière qui a compris que s'adresser à un public féminin peut être très pertinent, très porteur d'affaires, et que voilà, c'est un choix marketing qu'il faut faire. Il faut avoir conscientisé que c'est excluant pour une partie des personnes, ou alors il faut considérer que les hommes, ça voudrait dire tous les individus, ce qui est quand même une erreur monumentale de perception. Les hommes, ça veut dire les hommes, ça veut pas dire les hommes et les femmes.
j'ai un exemple pour ça. Si je dis les couteaux, ça parle bien de couteaux. Si je dis les fourchettes, ça parle bien de fourchettes. Et si je veux parler des deux, je vais pas dire les couteaux parce que sinon je parle que de couteaux. Et donc on est vraiment sur cette même perception du langage. J'anticipe un peu avec ce que je vais dire après, mais c'est important de faire cette différence-là. Donc je ne sais pas pourquoi ce slogan perdure. Enfin, si je sais, c'est juste pour moi une erreur marketing. Il y en a d'autres, hein, des erreurs marketing. Il n'y en a pas que dans le genre, mais il y en a là. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, bienvenue de retour avec nous, Isabella. Quel stress et ces connexions. Pourvu que ça reste. Est-ce qu'on continue à prendre des questions? J'ai quelques autres questions pour Vinciane. Oui, bien sûr. Donc, une autre question qui est, quelle est la réaction des entreprises quand vous parlez de marque employeuse? Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend de leur niveau de compréhension de la question du genre, de la question d'égalité. Celles qui ont déjà bien avancé sur la question sont tout à fait réceptives à ce que je vais vous expliquer après, pour aller plus loin en fait dans leur plan d'action en faveur de l'égalité en interne et en externe. Et puis celles qui ont besoin encore de travailler la compréhension de ce que sont les stéréotypes de genre, de ce que sont les processus, les biais inconscients d'exclusion, vont avoir besoin de travailler d'abord là-dessus avant de passer à la question du langage. Voilà. Donc pour moi, enfin parce que on va travailler particulièrement sur la question du langage, mais c'est une posture globale. Avant de changer sa posture de langage, il faut avoir déjà intégré 2-3 principes. Christine, je voudrais intervenir. Oui. Vous m'entendez, hein? Ça me stresse, excusez-moi, ça me stresse. Donc, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des hubs, en tout cas ceux qu'on fait à Bruxelles, sont en anglais. Puisque on est dans un pays multilingue. Ceux qu'on fait à Paris ou à Lyon sont en général en français. Et ici, on va se focaliser sur l'utilisation de la langue française. Une langue française qui est particulièrement discriminante vis-à-vis des femmes. Mais pour la plupart de vos entreprises, elles communiquent dans plusieurs langues. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître les outils qui existent, par exemple, pour l'anglais. Pour l'anglais, on a... il y a un site qui s'appelle Textio, Textio, mais de toute façon, on vous enverra le lien dans le mail qui va suivre ce hub, où vous pouvez avoir, c'est vraiment super intéressant, vous soumettez le texte, par exemple, d'une job description, d'une annonce, d'un texte qui représente votre entreprise, et leur algorithme va vérifier si c'est plutôt masculin ou si c'est plutôt féminin. Et donc, du coup, si c'est plutôt inclusif ou si c'est plutôt excluant des femmes. Par exemple, je vais vous donner juste quelques exemples que j'ai cherchés en préparant cette intervention. Oracle, ils ont une marque extrêmement masculine. Pourquoi? Parce que, par exemple, Textio a remarqué qu'il y a 2 mots qui reviennent régulièrement dans les textes, qui sont crazy et superstar. Et c'est vrai que les femmes, elles se sentent beaucoup moins superstar en général que les hommes. Encore une fois, pas parce que les femmes sont meilleures que les hommes, c'est juste par un positionnement différent des femmes dans la société à cause de notre histoire millénaire qui est différente. Salesforce, par exemple, a le même problème. Pourquoi? Parce qu'eux, ils utilisent le mot killer. Ou Facebook, qui là, c'est un peu plus soft, mais en attendant, ils ont été labellisés comme trop masculins par Textio, parce que dans leur texte, ils mettaient souvent hungry for, avoir faim de. Et donc, c'est avoir faim, c'est quelque chose qui relève de l'ambition, qui est un mot compliqué à utiliser, en tout cas pour les femmes. Et donc, je pense que c'est important de savoir qu'il y a évidemment des outils qui vont vous permettre de vérifier vos textes, vérifier aussi quels sont les mots qui reviennent très régulièrement dans la promotion de votre marque auprès de vos clients ou auprès de vos salariés. On a fait un travail, j'ai vu qu'ici, on a 1 ou 2 personnes de l'IBGE à Bruxelles, donc
c'est l'institut qui s'occupe de l'environnement sur Bruxelles, et on les a accompagnés pour le recrutement de gardiens et de gardiennes de parcs. Parce qu'ils avaient un problème, c'est que c'était surtout des gardiens qu'ils arrivaient à attirer et pas suffisamment de gardiennes. Et je dois dire qu'on est arrivé à un moment dans le processus où ils étaient absolument nickel chrome, ils avaient tout compris, ils avaient tout bien fait. Il y a juste un truc qui dans les différents textes qui expliquaient le job, eh bien par exemple, il et elle avaient laissé le mot sourire. Et sourire pour une femme, ça peut être entendu comme séduction. Sourire pour une femme, on n'entend pas la même chose que sourire pour un homme. Alors j'ai dit pourquoi pas le remplacer par exemple par le mot gentillesse. Ou alors, il fallait absolument, on demandait une grande flexibilité de pouvoir avoir des horaires en été, en tout cas, parce que les parcs ferment à 21h. Mais en même temps, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que les salariés connaissaient avec 2 semaines d'anticipation les horaires qu'ils allaient faire. Et donc, c'était quand même beaucoup plus gérable pour des pères et des mères de famille de pouvoir anticiper comme ça les horaires à faire. Donc, je dis, mettez plutôt l'accent là-dessus. Donc, comme quoi, il y a des mots féminins, des mots masculins, des mots mis au féminin, des mots mis au masculin, et que ce soit dans toutes les langues, on est tout le temps, évidemment, l'anglais est plus facile que le français. Le français, c'est extrêmement excluant, mais malgré tout, dans toutes les langues, c'est exactement la même chose. Voilà, je te repasse la parole, je ne sais pas, Christine ou Vinciane. Alors, moi, j'ai plusieurs questions qui apparaissent dans les chats et les questions à propos de cette slide et des différences de mots equality, equity, etc. Donc, Isabella, tu veux peut-être nous en parler un peu plus précisément? Oui, vous voyez que du côté equality, c'est l'égalité des chances. Ça, c'est quand nous, quand on arrive dans une entreprise, très souvent, on nous dit et nous, on comprend vraiment pas comment les femmes n'arrivent pas à avoir suffisamment de promotion, à être représentées partout, parce que vous savez, nous, on ne discrimine pas, on les traite de la même façon que les hommes. Et je dis, mais voilà. Isabella revient. Allô, allô, vous m'entendez? Ah oui, ça y est, tu es revenu. Ah, génial. Je disais, mais à partir du moment où on traite 2 personnes qui sont dans une situation différente, mais où on traite ces 2 personnes de la même façon, eh bien, le risque est vraiment de les discriminer. Et c'est ça la différence avec l'inclusion. L'inclusion, c'est se rendre compte qu'on n'est pas tous pareils. L'inclusion, c'est se rendre compte qu'au-delà, à force de chipoter sur mon écran, l'inclusion, c'est se rendre compte que non seulement on est différent par nos personnalités, nos aptitudes, notre expérience de vie, quand on est noir ou quand on est blanche, je suis désolée, mais on n'est pas socialisé de la même façon. Mais non seulement ça, mais on n'a pas la même place dans la société. Et on n'est pas face aux mêmes attentes, aux mêmes stéréotypes. Et donc, par exemple, quand il s'agit d'avoir une promotion, il faut aller chercher les femmes pour qu'elles soient candidates. Il faut les rassurer sur le fait qu'elles ont tout ce qu'il faut pour être candidates. Par contre, quand il s'agit de faire en sorte d'avoir des temps partiels ou d'avoir les congés de parentalité pour les hommes, il faut aller chercher les hommes en disant attention, vous y avez droit, et non seulement vous y avez droit, mais nous vous encourageons à le faire. Donc en fait, il faut s'adapter à la place qu'ont les différents individus en tant qu'individus et en tant que groupe dans la société pour faire en sorte qu'ils aient les mêmes chances de réussir. C'est ça en fait la véritable méritocratie. La véritable méritocratie, c'est s'adapter aux personnes. Sinon, on est méritocrate uniquement pour les usual suspects, c'est-à-dire l'entre-soi d'un certain type d'homme blanc. Eh bien non, désolé. Donc, si les entreprises ne font pas ce travail d'inclusion, ça veut dire qu'elles ne sont pas méritocratiques avec tout le monde. Voilà. Donc, j'ai une question qui se pose juste par rapport à ça. Équité, compensation et discrimination positive.
Je vois, c'est la question de Vincent. Bonjour Vincent, ça me fait plaisir de t'avoir sur le chat aujourd'hui. Ah là là, ça c'est the question. Alors, la discrimination positive en Europe, on déteste ça. Du côté anglo-saxon, on est beaucoup plus habitué parce que grâce aux batailles pour les droits civiques, en particulier des Noirs et d'autres aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Qu'est-ce que c'est une discrimination positive? Mais c'est renverser la discrimination. Et c'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est se rendre compte qu'en fait, si on ne fait pas attention aux différences, on discrimine. Et donc, la discrimination positive, c'est essayer de renverser, de faire attention à cette discrimination qui est sociétale et qui, du coup, dans l'entreprise, le reflète aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, c'est de pallier cette discrimination pour rendre les personnes capables de donner le meilleur d'elles-mêmes, qui qu'elles soient. Donc, en fait, c'est finalement annuler une discrimination qui est existante. Alors, si on a tellement de mal avec ce mot-là, et si on le remplaçait par autre chose, par exemple dans le recrutement intentionnel, c'est-à-dire que si je suis une boîte technique, industrielle, télécom, IT, où j'ai beaucoup moins de femmes, par exemple, qui postulent que d'hommes, mais je veux absolument avoir des équipes plus mixtes, je peux très très bien mettre en place une stratégie de recrutement intentionnel. C'est-à-dire que je vais d'abord aller regarder les CV de femmes. Je vais passer du temps pour vérifier si je ne trouve pas suffisamment de personnes aptes à remplir les postes là. C'est ça en fait, c'est être intentionnel, aller chercher au-delà des usual suspects. Mesdames, je voudrais pas être rabat-joie, oui, mais on va y aller. Et on termine dans 30 minutes et j'ai encore plein de choses à vous dire. Oh là, mon Dieu, oui, il est 15h. Vas-y. Attends, je vais avancer le PowerPoint. Il y a peut-être juste un petit truc qui est intéressant. Enfin, tout est intéressant de ce que Eliane Bonprand, et désolée encore une fois, Eliane, du fait que tu n'as pas pu présenter les bonnes pratiques d'Orange. Orange qui vraiment a un accord France au niveau égalité professionnelle, un accord monde qui est absolument exceptionnel. Allez voir ceci, Mixity. Mixity, c'est quelle est votre empreinte diversité. Et donc, j'ai été regarder quand Eliane m'a montré ça. On en avait parlé déjà un petit peu avec Mosaïque RH. Salut les copains de Mosaïque RH qui sont là aussi. Je sais que vous êtes à l'origine de cette app également. C'est une app qui va vérifier en fait vos pratiques et vos chiffres, vos résultats en fonction des différents aspects de la diversité et qui va vous donner cette empreinte-là. Et ça fait vraiment partie de la marque employeuse parce que ça permet de valoriser tous les efforts que vous faites. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir ça. Vinciane, je me tais et je te laisse poser. Comme je suis aussi bavarde que toi. Bien, donc je me suis présentée déjà, donc on va passer à la suite, tout de suite, je passe de l'écran à l'autre. Alors, évidemment qu'avec le terme de marque employeuse, vous vous douterez bien que mon point de vue est que la discrimination passe aussi par le langage, même si c'est complètement invisible, que c'est devenu une norme pour nous et que c'est important de le conscientiser pour pouvoir agir dessus. On va parler 2 minutes de langage. Je refais pas le contexte marque employeuse, la l'égalité, la mixité, la diversité, tout ça, c'est bon, on en a bien parlé. C'est Wittgenstein qui disait au début 20e que les limites de mon langage sont les frontières de mon monde. Quand on étudie les comportements langagiers des groupes sociaux, on se rend compte, en fait, enfin, les personnes qui ont fait ces recherches, hein, je n'en suis pas, se sont rendues compte que parmi les 7000 langues qui existent encore aujourd'hui sur notre planète, elles ont toutes, en fait, toutes nos langues humaines reflètent, en fait, notre perception collective du monde. C'est-à-dire que les limites de mon langage, ce que je ne peux pas nommer, reflètent ce que je ne vois pas, ce que je ne perçois pas dans mon environnement. Et donc ça, je vous invite à bien le garder en tête
et à vous interroger sur votre propre langage et en quoi il reflète les barrières ou les frontières que vous avez pu mettre autour de vous dans votre perception du monde. Un petit point sur ce qu'est le langage. Le langage, c'est un outil ordinaire. C'est un outil qu'on utilise tout le temps. C'est ce que je suis en train d'utiliser pour communiquer avec vous. C'est ce que vous utilisez à l'écrit pour communiquer avec nous. Le langage, c'est notre outil de communication premier, à part le langage non verbal, parce que même si je me tais, je peux continuer à exprimer. Bon, là, c'est un peu difficile là tout de suite, mais il y a 97% de notre langage est non verbal. Dans les 7% qui sont verbalisés, le langage est absolument capital et c'est ça qui nous fait collectif en fait. Et la loi du langage, elle est unique, c'est que c'est notre outil collectif. C'est l'outil que nous utilisons toutes et tous pour échanger. Il n'y a pas une loi qui dit comment on doit parler, qui dit qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot, quels sont les bons mots, les mauvais mots. Il n'y a pas de loi comme ça qui dirait que tel mot qui viendrait de tel endroit serait interdit de séjour dans notre langage. Le langage est complètement perméable et on peut recevoir des mots, envoyer des mots vers les autres groupes. C'est merveilleux, le langage, c'est un être vivant qui circule sur toute la les animaux aussi ont leur langage, même si pour l'instant ça me reste très opaque. Et le langage, c'est performatif, en tout cas pour les humains. Le langage, il est performatif. C'est John Austin qui nous disait ça déjà en 1962 dans la super Silicon Valley depuis Palo Alto. Quand dire c'est faire, c'est-à-dire que par exemple quand je dis la séance est ouverte, personne n'a ouvert une porte, une fenêtre ou je ne sais quoi, le fait de le dire suffit. Quand je dis vous êtes unis par les liens du mariage, le fait de formuler cette phrase a valeur d'action. Quand je dis vous êtes jugé coupable, cette phrase a valeur d'action si bien sûr je suis légitime pour dire ça. Donc le langage est performatif. Et ce que je laissais entendre tout à l'heure, c'est que ce qui n'existe pas dans notre perception du monde n'existe pas dans notre langage. Et vice-versa, ce que nous ne percevons pas dans notre perception du monde, dans notre environnement, nous n'allons pas le nommer, nous n'allons pas lui donner de nom. Si il y a des milliards d'étoiles dans le ciel que nous n'avons jamais vues et pour lesquelles nous n'avons jamais trouvé de nom, à partir du moment où on trouve une nouvelle, on va lui donner un nom, souvent c'est un numéro, mais on va lui donner un nom. Si on trouve une nouvelle espèce vivante, on va lui trouver un nom. Tant qu'on ne l'a pas découverte, elle n'existe pas pour nous. C'est comme si elle n'existe pas et on ne la nomme pas. Autre chose par rapport au dictionnaire, le dictionnaire n'existe pas, le dictionnaire n'existe pas, il y a les dictionnaires. Et les dictionnaires sont là pour faire la trace de notre usage maintenant. Ici et maintenant. Le dictionnaire français de telle édition ou de telle autre édition va avoir une perception différente de notre usage du langage aujourd'hui et va avoir exclu certains mots qui seront désuets, qui ne seront plus usités, donc on parle bien d'usage du langage, et va intégrer progressivement des mots qui auront confirmé leur usage. C'est-à-dire que ce pas des mots qui vont être arrivés comme ça et pouf, ils auront disparu. C'est des mots qui s'installent dans notre vie quotidienne. Et ces mots vont être intégrés dans certains dictionnaires, plus ou moins, selon les équipes de rédaction, qui vont choisir, les équipes d'édition, qui vont choisir ces mots. Le dictionnaire, comme valeur absolue de la validité d'un mot, vous pouvez exclure ça définitivement de votre mindset, parce qu'en fait, ce ne sont que des reflets de notre usage du langage. Et juste un mot pour vous dire que on entend souvent dire que le masculin l'emporte sur le féminin. À savoir, et moi je fais une formation de 3 heures là-dessus, donc je vais faire une phrase. C'est une décision qui a été prise par l'Académie française lorsqu'elle a été créée au XVIIe siècle et qui sur 300 ans a fait du travail de déconstruction du féminin, ou en tout cas de la valeur du féminin dans le langage, et qu'avant ce travail-là initié par l'Académie française, le féminin et le masculin cohabitaient parfaitement dans notre langage et que nos règles de grammaire ou de construction de notre langage étaient absolument pas genrées au masculin et qu'on pouvait très bien faire autrement. Le féminin avait la même valeur. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans l'onglet questions pour qu'on puisse y revenir si besoin tout à l'heure. En tant que marque employeuse, on va revenir vraiment sur ce sujet-là maintenant que j'ai
dresser un peu le portrait de ce qu'est le langage. En tant que marque employeuse, il est important de savoir à qui on s'adresse. Ici, c'est une photo d'une affiche que j'ai prise un soir, la nuit, en m'arrêtant, en pilant dans la rue en voiture pour pouvoir faire la photo. Parce que ça faisait plusieurs fois que je voyais cette affiche et je la trouve vraiment emblématique de ce qu'on croit bien faire et qui en fait est excluant. Cette affiche de l'armée de l'air donc a pour objectif de recruter plus de 3000 personnes en fait sur l'année et elle s'adresse au grand public dans la rue. Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on s'adresse à un public d'hommes et qu'on veut recruter des hommes. Pourquoi? 3 personnes sont assises sur cet avion en train de travailler ensemble. C'est marqué en gros aviateur et le site internet sur lequel on peut se connecter est au masculin, devenir-aviateur.fr. Je m'interroge sur la capacité des femmes à s'identifier à ce qui leur est proposé là et à comment elles peuvent adhérer à ce message et à cette offre. Autre proposition, et là je prends un exemple genré dans l'autre sens, on a ici une publicité. Donc c'était une publicité sur les réseaux sociaux qui a beaucoup tourné il y a 1 mois et demi, 2 mois, et d'une marque de carte bancaire et qui s'adresse, semble-t-il, à un public de femmes, puisqu'ici on a une femme qui est notée comme étant Julie Dupont, consultante. Alors c'est écrit en tout petit au milieu au niveau du bureau. Et sinon, pour le reste, à part l'image qui montre une femme et son enfant qui se trouve être une fille qui reproduit ce que fait sa maman, on a donc une situation d'une femme qui est qualifiée de consultante, donc probablement une activité indépendante, qui semble travailler au téléphone devant son ordinateur, boire son café et quand même dans une maison, dans un foyer, qui gère son enfant pendant qu'elle travaille. Donc on est vraiment dans le stéréotype de la mère qui continue à avoir une activité professionnelle et non pas d'une femme qui travaille. Et en plus, le langage est ici indiqué, accompagner les passionnés et S. Je ne vois pas de passionnés et S sur cette image. Alors, je fais mon avocate du diable, mais quand même. Et dans le petit coin à droite, c'est marqué que c'est une solution pour les dirigeants de TPE-PME. Sauf erreur de ma part, je n'en vois pas sur cette image. Et si j'en vois, je m'interroge quelle est la concordance entre ce qui est dit et ce qui est montré. Donc là, je commence à bousculer un peu votre perception, je le souhaite. Je vais décliner maintenant sur les différents supports donc, que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc ici, sur le site internet, on verra après des offres d'emploi. Ici, je vois j'ai repris en fait un texte que j'ai anonymisé de la société dite Alpha, qui nous dit s'appuyer sur des valeurs, sur une éthique partagée par l'ensemble de ses collaborateurs. Le groupe veille à ce que ces activités soient conduites conformément à des standards élevés d'honnêteté, d'intégrité et d'exigence professionnelle. Elles doivent permettre de répondre pleinement à la confiance que placent dans le groupe ses clients, ses salariés, ses actionnaires, ses fournisseurs et l'ensemble de ses partenaires. Moi, quand je vois ça, je me dis, on voit ça partout. Qu'est-ce qui pourrait choquer en fait? C'est plutôt comment les personnes pourraient percevoir ça. A priori, le texte va bien. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous voyez là. Moi, ce que je vois en fait, alors c'est l'autre bouton, voilà. Ce que je vois en fait, c'est que tout est au masculin. Dans ce texte, avec toute l'éthique, les valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, la confiance et l'exigence qui peuvent être annoncées, affichées comme étant des valeurs fondamentales de ce message. Et je crois vraiment profondément qu'il y a une bonne intention. Ce qui est dit, en fait, me dit le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans cet univers-là, qui est intègre, etc., moi, j'y ai pas ma place. Ici, on a les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les salariés. Où est l'autre moitié de l'humanité? Je la cherche. Alors, évidemment que le langage au masculin est une norme de langage que vous l'avez acquise, que vous ne pouvez pas être coupable d'avoir intégré cette norme de langage, puisque c'est celle qu'on vous a transmise et c'est celle qui est la norme aujourd'hui. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez en faire et vous serez responsable de vos choix, quels qu'ils soient. À partir du moment où vous allez entendre parler de ça, vous allez être responsable de ce que vous allez en faire à partir de maintenant.
Donc, ici, je vous propose un message d'accueil, de bienvenue dans une entreprise qui dit « Chères collaboratrices, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nos commerciaux pour relever le défi Alpha 2020. Durant votre période d'intégration, vous rencontrerez les collaborateurs des diverses activités de l'entreprise pour en découvrir les rouages, l'équipe d'ingénieurs, les assistantes commerciales, les responsables administratives, les techniciens et livreurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'entreprise Alpha. » Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'en tant que collaboratrice, on me souhaite la bienvenue et que je vais intégrer un univers d'hommes, sauf quand on parle des assistantes commerciales et des responsables administratifs. Donc, ce que je comprends, si je fais pas fonctionner mon traducteur instantané de masculin vers le féminin, ce que je comprends, c'est que c'est une entreprise constituée d'un groupe d'hommes qui a des rôles bien genrés. Il y a les rôles pour les hommes et les rôles pour les femmes. Et bienvenue. Donc, la case pour toi, c'est par là, en fait. Hein. Donc, tu te trompes pas, tu vas pas par là-bas, c'est par là. Si je fais l'exercice du miroir inversé, qui est un excellent exercice à faire quand on se pose la question de est-ce que ça pose vraiment un problème? On a vraiment l'habitude de parler au masculin, donc est-ce que c'est gênant? On fait le test. Si j'inverse complètement les féminins et les masculins, on se retrouve ici avec un cher collaborateur. Nous sommes très heureuses de vous accueillir parmi nos commerciales, etc. Rencontrer les collaboratrices, les équipes d'ingénieurs, alors c'est un féminin en qui ingénieuse n'aurait pas le même sens, les assistants commerciaux, les responsables administratifs, les techniciennes et livreuses. Si quand vous lisez ça en tant qu'homme, ça vous fait tic, pensez que quand vous êtes une femme, ça fait tic aussi, sauf qu'on a pris l'habitude et qu'on finit par plus rien dire. Mais ça fait tic quand même à l'intérieur. Et le job du marketing, c'est d'enlever ce tic. C'est d'enlever ce frein intérieur. Donc, quel est votre job? Je propose donc une solution en langage ouvert, de dire chers collaborateurs, mais on pourrait dire chères collaboratrices. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir. Durant votre période d'intégration, vous rencontrerez les équipes, des activités, l'ingénierie, la commercialisation, l'administration, la technique et la logistique. Et là, en fait, il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre attribué à des rôles, à des métiers. Il n'y a pas d'exclusion possible, il n'y a pas de club fermé, réservé à un genre ou à un autre, c'est ouvert pour tout le monde. Ce message-là, c'est croustillant. C'est un message qui m'a été transmis par une personne que je connais, qui se trouve être médecine psychiatre ou doctoresse psychiatre, si le mot médecine pour une femme vous dérange, et qui donc reçoit un mail de l'ordre des médecins. Déjà, l'ordre des médecins, ça m'interpelle. L'ordre de la médecine, peut-être. Là, ce serait ouvert. L'ordre des médecins, c'est donc un boys club. Et qui commence par Madame et chers confrères. Et là, à l'Académie française, on ferait pas mieux. Il se trouve qu'on ferait pareil dans les barreaux d'avocature, puisque je propose le terme d'avocature pour parler des métiers d'avocat et d'avocate. Ici, on a donc le Madame et chers confrères qui dit vraiment welcome dans un monde d'hommes. On a bien compris que vous étiez une femme, mais vous allez devoir vous adapter à un univers qui est complètement pensé au masculin et dans lequel il va falloir vous adapter. Je vous présente j'essaye de garder un petit œil sur l'heure, donc il est 15h15 et je vais essayer de finir, d'aller au bout parce que c'est important. Ici, première annonce, une annonce de chauffeur-livreur. J'ai pris cette annonce il y a 3 jours sur Internet, donc on est dans le vrai là, on est dans le live. J'ai juste supprimé les noms des entreprises. Vos missions, vous avez la responsabilité d'un circuit de livraison, de sa préparation, etc. Vous voyez, en fait, tout de suite, j'ai mis en rouge les termes au masculin. J'ai pas besoin de vous refaire l'exercice de tout à l'heure, vous avez bien compris. On a donc ici des compétences qui sont présentées, un titulaire permis B, mais de conducteur, et quelque part, on cherche un chauffeur-livreur. Et je suis pas sûre que le parenthèse H/F parenthèse change grand-chose à la capacité d'une femme à s'identifier à cette offre qui lui est faite. Comment aller la chercher? Si on lui présente ça, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment envie d'y aller. Je vous ai fait une deuxième fois le test de miroir inversé. Si on cherchait des chauffeurs-livreurs et qu'on leur envoyait un message qui dit chauffeuse-livreuse, et vous allez travailler avec des clientes, avec vos clientes, et vous avez besoin d'un permis de conductrice,
et vous serez livreuse avec un CAP de livreuse, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'hommes qui répondent. Et ben en fait, c'est la même chose qui se passe dans l'autre sens, sauf que c'est inconscientisé et c'est invisibilisé, c'est devenu la norme. Responsable commercial, même chose. On a besoin d'un homme commercial qui va travailler avec le directeur commercial, pas avec la direction, c'est le directeur, et qui va travailler avec ses clients, etc. Et qu'il a besoin d'être réactif et rigoureux, comme si on pouvait pas être d'avoir un niveau de réaction, enfin de réactivité, de la rigueur et de l'autonomie. À qualifier les personnes dans une offre d'emploi, c'est le plus gros risque pour genrer. Un technico-commercial, pareil. Je pourrais vous en sortir 100, 1000 des comme ça. Il y en a plein Internet. Donc je vous laisse travailler à identifier ça. Juste pour la petite histoire, dans le marketing automation aussi, on a de l'exclusion de l'incohérence de langage. Ça, c'est le message que j'ai reçu de la part de Livestorm. Donc, je serais ravie d'échanger avec Livestorm pour pouvoir les aider à améliorer leur message automatisé. Pour venir participer au premier test qu'on a fait pour préparer ce webinaire. J'ai reçu un mail qui disait: bonjour Vinciane, vous êtes intéressée, vous avez été invitée. Donc, avec un E entre parenthèses. On ne sait pas trop si je suis un homme ou une femme, donc on laisse un flou. Mais en dessous, par contre, on me propose d'être contributeur. Et là, par contre, on a clairement décidé pour moi que j'étais un homme. Donc, on sait qui je suis, on sait comment je m'appelle. On pourrait me demander si je veux qu'on me parle au masculin ou au féminin. Ça n'a pas été pensé. Du coup, on va trouver que le masculin dit neutre, ça ira bien pour tout le monde. Sauf que, ben non, quand on fait un message personnalisé, et moi, j'en reçois des dizaines des comme ça, bah, si on me dit Vinciane et qu'on me dit un nom masculin derrière, moi, j'ai compris que c'est du fake, en fait. C'est dans le tableau que nous montrait Isabella tout à l'heure. C'est une fausse pub, c'est du fake, c'est du faux personnalisé, c'est pas du vrai. Un petit sondage, ça me laisse le temps de respirer. Pensez-vous que les femmes et les hommes puissent s'identifier de la même manière à ces différents messages? Pensez-vous qu'il puisse y avoir identification identique des deux genres? Eh oui. Vinciane, tu m'entends? Oui. Je sais qu'il reste pas mal de slides, mais en fait, et que je vais te frustrer énormément, mais je préférerais qu'on ouvre la discussion parce que j'ai vu dans le chat, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites et qui reviennent régulièrement. Je ne peux pas ne pas dire tout ce que j'ai à dire. Non, mais je suis désolée, on a vraiment plus le temps. Je préfère que ce soit la discussion. De toute façon, on enverra les slides. Mais par exemple, sur le fait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont parlé, oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Ça nous donne bonne conscience. Oui, c'est vrai. C'est quelque part la cerise sur le gâteau, mais sans cette cerise, finalement, le gâteau, il serait vraiment pas du tout le même. Il faut juste faire en sorte que votre langage puisse s'adapter, correspondre aux valeurs que vous déclarez et à tous les efforts que vous faites en matière d'égalité et de diversité, en fait. C'est ça le truc. Finalement, ce que Vinciane a prouvé avec tous ces exemples, c'est que c'est pas si compliqué. Ça demande un effort de perspective et un effort pour trouver d'autres mots, d'autres façons de le dire, mais c'est vraiment pas compliqué en fait d'avoir un langage. Elle parle de langage ouvert, moi j'aurais dit langage inclusif, mais on s'en fout, c'est la même chose. Donc je pense que je pense qu'en égalité, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que rien n'est anodin, rien n'est anodin. Voyons un peu les résultats. Alors, j'ai des remarques. Il y a Julie qui nous redit que l'enregistrement dure 2 heures et qu'on peut déborder un petit peu. Et puis, il y a des personnes qui demandent, il y a Cathy qui demande si on peut refaire un webinaire pour finir ma conférence. Mais en fait, je regardais, pendant que tu parlais, j'en ai encore pour 5 minutes. Donc, est-ce qu'on peut quand même finir ça? Surtout que je parlais de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a des choses importantes encore. Je sais. Mais vraiment, tu survoles alors, s'il te plaît. Je survole, mais au moins pour vous donner les infos. Tu me donnes le top départ, Isabella? Je pense que, regarde, les résultats,
quasiment 80% de nos participants et participantes reconnaissent qu'effectivement, on n'arrive pas à s'identifier de la même façon si le langage est inclusif, ouvert, comme tu dis, ou pas. Et c'est exactement ça l'objet. Et donc, quand vous disiez, avec ton sondage précédent où tu disais qu'est-ce qui a le plus d'impact, l'image, l'oral ou l'écrit, vous étiez très, très peu nombreux à dire que c'était important, enfin le plus important en tout cas. Eh bien, j'espère que là maintenant, ça remonte un petit peu au niveau de l'attention que ça mérite. Voilà, vas-y. De la conscientisation, en tout cas, de l'impact que le langage peut avoir. Je vais parler rapidement des biais de genre et de l'intelligence artificielle ou quelque chose qui se rapproche de ça en mettant beaucoup de choses derrière l'intelligence artificielle. Il faut savoir aujourd'hui que les offres d'emploi, quand elles sont sponsorisées, c'est-à-dire propulsées par les outils de publicité, donc c'est comme ça que vous les voyez sur Google, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vous avez parfois des pubs ou des offres d'emploi. Ces offres d'emploi-là, il y a un test qui a été fait par une chercheuse de la Business School of London et une chercheuse du MIT qui ont fait remonter qu'une offre d'emploi non genrée, attention, cette offre d'emploi n'était pas genrée comme celle que je viens de vous montrer, était ressortie 20% plus souvent sur les profils d'hommes que sur les profils de femmes. Pourquoi? Parce que il y avait les profils d'hommes étaient plus qualifiés par les algos et que les profils de femmes. Autre chose dans l'intelligence artificielle, en tout cas par les algorithmes, les femmes sont évaluées étant plus riches que les hommes. Pourquoi? Parce que tu le disais tout à l'heure, Isabella, 85% des achats sont réalisés par les femmes. Sur Internet, on est à 80% des achats réalisés par les femmes. Donc, pousser une pub vers les femmes qui sont donc très consommatrices signifie pour les algorithmes toucher un public beaucoup plus sollicité. Donc, ça coûte plus cher en termes d'enchères d'adresser les femmes que d'adresser les hommes. Or, quand on met ça en relation avec les inégalités salariales, les inégalités de matrimoine et de patrimoine, on sait bien que les femmes sont moins riches que les hommes, mais les algorithmes ont compris que sur Internet, c'est l'inverse. Donc, en fait, ça coûte plus cher d'envoyer une offre d'emploi à des femmes qu'à des hommes. C'est complètement contre-productif, enfin, c'est complètement paradoxal. Je voudrais apporter juste une information là, qui, je pense, était dans la présentation d'Eliane Bonbrun. Orange avec Arborus, je ne sais pas si Christine Alung est avec nous aujourd'hui, donc celle qui a fondé Arborus, qui dirige Arborus, qui est un label d'égalité. Orange avec Arborus vient de rédiger une charte justement pour dégenrer l'intelligence artificielle. Je vais vous mettre, si pas dans le chat maintenant, s'il y a quelqu'un d'Orange qui peut le mettre dans le chat, le lien pour que les entreprises qui sont présentes co-signent cet appel à dégenrer l'intelligence artificielle. Ce serait super. Sinon, je vous le mets dans le mail après le, parce que c'est une super initiative. Que je félicite. Sur LinkedIn, je vous interroge, si vous êtes recruteuse, recruteur, quels sont les mots-clés que vous utilisez et quels sont les résultats que vous avez quand vous tapez un mot-clé de recrutement? Quels sont les mots-clés qui sont utilisés par les personnes que vous ciblez? Quels sont ceux qui remontent? Si vous cherchez un directeur sur LinkedIn et que vous tapez directeur, il y a toujours forte chance pour que vous ayez un directeur et jamais de directrice. Si vous tapez directrice, vous aurez des directrices et quelques directeurs, parce qu'en fait, l'algo de LinkedIn va identifier qu'il n'y a pas assez de volume, en fait, vous n'aurez pas assez d'offres. Et puis, les femmes, du coup, sont contraintes, et il y en a beaucoup autour de moi qui me posent la question, sont contraintes de choisir de mettre les deux termes, directeur et directrice, et elles se demandent lequel elles doivent mettre dans leur en-tête sur leur profil LinkedIn, parce qu'en fait, elles savent très bien que si elles mettent directrice en premier, elles seront pas vues. Et donc, en fait, c'est leur propre chance de recrutement qui sont amoindris. Donc là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à faire en termes d'algo pour rééquilibrer ça. Donc l'impact du choix des mots, vous l'aurez compris, le vocabulaire courant masculin est excluant et sélectif. Il exclut les femmes et choisit les hommes, enfin privilégier les hommes. Le vocabulaire féminin peut être genré. Si on a des assistantes administratives, c'est genré et c'est excluant, ça exclut les autres métiers pour les femmes.
Quand on sait qu'elles ne sont que dans 12 familles de métiers sur 87, pour la moitié d'entre elles, c'est quand même alarmant. Et puis, il y a des mots qui ont été supprimés et qui donc aujourd'hui sont manquants. Il faut aller les rechercher. Une difficulté de monstration, il faut aller montrer qui sont les femmes et les nommer, montrer ce qu'on veut voir, dire ce qu'on veut voir. Les risques, c'est, on les a vus tout à l'heure, hein, réduction des capacités. Je veux surtout pouvoir vous dire, voilà, pour pouvoir rééquilibrer tout ça, il faut réaligner l'agir et le dire. Donc, il faut rééquilibrer les mots féminins, les mots masculins. L'interprétation qu'on peut avoir des mots, c'est pour moi encore après. Parce que effectivement, en anglais, c'est le premier truc à travailler parce que le féminin et le masculin vont être moins puissants. Mais alors, en français, c'est d'abord féminin-masculin. Rendre visible toutes les personnes, valoriser les femmes dans leur parcours professionnel avec des termes ambitieux. Oui, une femme peut avoir faim de réussite professionnelle. Oui, c'est possible. Valoriser les hommes dans leur parentalité assumée au sein de l'entreprise. S'adresser à toutes les personnes. Pensez à écrire les fiches métiers pour toutes les personnes. Vous avez vu que les offres d'emploi, c'est super important. Et reprogrammer les biais de genre. Donc, pour faire ça, il faut passer de la marque employeur révolue à la marque employeuse. Et il est temps de former les équipes à ça pour que ça puisse être un langage collectif, quelque chose qui soit assumé au sein de l'entreprise et que vous ne soyez pas tout seul ou toute seule à porter ce point de vue. Il faut faire masse pour que ça puisse passer. Constituer une charte, compenser les biais, rédiger du vocabulaire. Je suis en train de réfléchir à une solution. J'ai vu que dans le chat, il y avait des personnes qui parlaient par rapport à Textio en anglais. Je suis en train de réfléchir à une solution numérique pour justement pouvoir proposer du vocabulaire en français de remplacement sur des expressions déjà genrées. Donc, je travaille avec ça là-dessus. Donc, j'espère bien que ça puisse voir le jour. Et si vous êtes intéressés, je vous invite à le partager et à revenir vers John pour qu'on puisse travailler là-dessus. J'ai terminé. Yeah! Je voulais juste dire ça. C'est Gilles Deleuze qui disait que l'animal marque son territoire social par sa posture, sa couleur et son chant. Je vous invite à vous interroger sur quelle est la posture de votre entreprise en tant qu'employeuse, quelle est sa couleur et quel est son chant. Quels sont les petits bruits d'oiseaux qui vont tweeter, qui vont être entendus et qui vont pouvoir avoir un impact et faire que vous allez attirer l'adhésion des autres oiseaux. Voilà, je vais terminer cette partie. Bravo, c'est super Vinciane. Je comprends, il y a des personnes qui doivent partir, il y en a d'autres qui sont super intéressées et qui voudraient qui voudraient que ça se prolonge. Peut-être que la chose que je peux vous proposer, c'est on peut très très bien avoir pour celles et ceux que ça intéresse une conversation de quelques minutes encore maintenant. Je vous demande juste là encore une fois, on va vous le renvoyer, mais de nous envoyer votre évaluation. C'est notre premier Hub Digital. Soyez constructifs dans vos feedbacks, s'il vous plaît. Ça n'a vraiment pas été facile, mais j'espère que ça a quand même. Allez, zut quoi, c'est quand même mieux que rien. Et moi, ça m'a fait en tout cas un plaisir monstrueux de vous avoir autour de nous, de vous avoir rassemblés. Pensant, c'est ce qui fait ma motivation. Donc vraiment, je vous remercie mille fois d'avoir été là. Et puis alors aussi Vinciane, donc vous avez vu, elle a plein de choses à dire. Elle peut aussi venir dans vos entreprises. Elle peut venir évaluer vos textes. Elle peut venir vous accompagner pour que justement ces textes soient davantage ouverts ou inclusifs. Si vous voulez la contacter, eh bien passez par nous. On fera ça vraiment avec un grand plaisir. Moi, je propose ciao à tous ceux qui veulent partir ou qui doivent partir. Veulent, j'espère, personne. Mais alors, ils sont partis déjà. Mais peut-être que Christine, si tu peux reprendre la main et nous raconter ce à quoi il faut qu'on réponde, qu'on discute. Il y a des personnes qui disent que c'est super et il y a des personnes qui disent qu'elles sont encore là. Donc, il y a des personnes qui partent et d'autres qui restent. C'est ça que je veux dire. Alors, il y a eu plusieurs questions à un moment sur les outils disponibles dans la langue française, comme quoi Mixity n'était qu'en français, Textio n'était qu'en français. Et est-ce que vous avez connaissance d'outils qui sont disponibles en français ?
Tu t'es trompé, c'est en anglais que ça existe. En anglais, pardon. Non, pour l'instant, à ma connaissance, ça n'existe pas. J'ai vu passer un message dans le chat tout à l'heure d'une personne qui disait qu'il y avait un dictionnaire qui traduisait en inclusif. Je serais bien curieuse de savoir ce que c'est. Je le connais pas et de voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, non, il n'y a pas de solution et j'ai bien l'intention de m'adresser à Mixity pour voir comment on peut intégrer ça dans leur offre. Excellent. Ça, c'est vraiment une super bonne idée. Donc ensuite, une question de Cathy un peu plus tôt, qui était quel est, selon vous, et d'après votre expérience, l'outil numéro 1 pour favoriser l'égalité femmes-hommes en entreprise, si une seule action devait être mise en œuvre? Isabella, je te laisse répondre. Attends, est-ce que j'étais en train de regarder le chat et je sais pas. Isabella, et s'il y a une chose à faire pour l'égalité, que doit-on faire? La première chose à faire, c'est de faire absolument, d'abord, je pense de faire un business case. Pourquoi est-ce que c'est important pour ma boîte? Parce que pour Nestlé va répondre de façon très différente qu'Engie, par exemple. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Il ne faut pas que ce soit un nice to have, il faut que ce soit quelque chose de stratégique. Et pour que ce soit stratégique, il faut faire réfléchir le top de la boîte, mais également les équipes. Pourquoi c'est important pour notre qualité de vie au travail, pour notre engagement, pour la satisfaction des clients, et j'en passe, et des meilleurs. Mais chaque business case est différent. À partir de là, on peut, je pense, rassembler les volontés pour soutenir ce projet, pour soutenir cette ambition. Parce que c'est une ambition qui demande des sous, qui demande surtout du travail et comme on a dit, de la constance des efforts. Il faut que ce soit, voilà, c'est vraiment stratégique pour l'entreprise. Et donc, il faut qu'on ait une image, où est-ce qu'on en est, avec où sont les femmes par rapport aux hommes, où sont d'autres catégories de personnes, en horizontal, en vertical. Donc, faire cette image, ce diagnostic. Et puis, il faut absolument sensibiliser tout le monde avec des formations sur ce business case, sur les stéréotypes et les biais inconscients, la façon dont ça nous impacte individuellement, collectivement et au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est les formations. Et puis après, il faut déployer les processus. Par exemple, le processus de feedback, il faut le rendre neutre, quoi. Neutre ou inclusif. Moi, je préfère inclusif par rapport à neutre. Parce que neutre, je me lance pas là-dedans. Mais donc voilà. Donc en fait, c'est un sacré chemin. C'est vraiment un sacré chemin. On partage avec nous plusieurs guides ou outils que je vous laisserai découvrir sur le chat. Il y a Alferads, il y a écritureinclusive.fr, il y a un dico-convertisseur que vous pouvez retrouver sur Atilf. Donc, je propose qu'on regroupe un petit peu tous ces… Christine, est-ce que je peux demander à Julie, parce que je pense que le chat, d'après ce que j'ai compris dans le replay, il n'y sera pas. Et qu'on ne pourra pas avoir ce rapport-là. Est-ce que, Julie, tu peux faire des print screens pour qu'après on reprenne tout ça dans la liste des choses qu'on va envoyer aux participantes et participants? Ah, il est dispo dans le chat. Bon, alors, j'ai rien dit. C'est parfait. Pardon, Christine. Non. Alors, ensuite, il y avait des questions un petit peu plus spécifiques et je ne sais pas si les personnes sont restées ou pas restées. Astrid Laming posait la question… quand elle, en communication interne, elle est amenée à retranscrire des interviews ou des informations, est-ce qu'à ce moment-là, elle doit apporter des éléments inclusifs et changer le langage qui a été utilisé? Ça, c'est une convention qu'il faut avoir réfléchie et construite en interne avant le moment où elle est en mode de retranscription. C'est-à-dire qu'il faut avoir décidé en amont si on laisse le texte tel qu'il a été dit, et souvent il est dit au masculin parce que nous avons appris comme ça, ou si au moment de la retranscription, elle le transforme et qu'elle ouvre ce langage à toutes et à tous. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut avoir fait pour, et comme le disait Isabella, à quoi ça sert? Si c'est une seule personne qui fait ça dans l'entreprise, alors elle a beaucoup de courage, je la félicite, elle peut persévérer.
en sachant qu'il y aura probablement des objections, des freins en interne, parce que c'est contre la norme en fait. Donc c'est une sorte de rébellion, quoi. Donc c'est mieux d'être plusieurs pour que ce soit efficace, que ce soit porté et bien vécu. C'est important que ce langage ouvert. Quand tu dis rébellion, parce que ce qu'on touche là, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Hein. C'est très, très intrusif, la question du langage. On touche aux tripes des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai appris à parler au masculin à l'âge de ma naissance. Tout le monde m'a toujours parlé au masculin. Alors, je peux raconter juste ma petite story, Isabella? Oui, elle est très chouette, Voilà. À l'âge de 10 ans, j'ai eu un choc qui a fait, je pense, qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler de ça. À l'âge de 10 ans, j'étais en train de jouer avec mes frères dans le salon, devant la cheminée, sur le tapis, pouf, 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 où on faisait des roulés-boulés, on se chamaillait, etc. Et l'un de mes frères met son pied sur mon ventre et se redresse et il crie « Ouais, je suis le vainqueur, j'ai gagné, je suis le vainqueur !» Et on continue à rouler-bouler, Finalement, c'est moi qui prends le dessus, je mets mon pied sur son ventre et je m'écris « Ouais, je suis vaincrice. Ouais, vaincrice, je suis la vaincrice, j'ai vaincrice. » Et en fait, ce qui se passe intérieurement, au-delà du fait que j'avais gagné sur mon frère, ce qui n'a pas duré plus d'un quart de seconde, hein, parce qu'après j'ai continué à rouler-bouler, ce qui se passe intérieurement pour moi, c'est une fissure, c'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, je me rends compte que pour me nommer, moi, en tant que fille, en train de gagner, en train de vaincre, il n'y a aucun mot que je connais dans mon répertoire, dans mon vocabulaire pour me nommer là spontanément comme lui vient de le faire avec autant d'énergie, autant de joie, autant d'enthousiasme. Et ça, je pense que clairement, ça a fissuré cette conviction qu'on m'avait transmise, cette programmation que le masculin l'emporte sur le féminin et que c'était normal. Non, c'était pas normal que je puisse pas me nommer. Et je trouve que c'est encore anormal qu'une partie, la moitié de la population soit toujours invisibilisée dans notre langage. Donc, voilà. Il y a Cathy qui est une véritable pro, une autre experte hein, dans notre chat et qui nous envoie la fameuse vidéo de Noémie Delattre qui est absolument excellente. Merci pour ça, Cathy. Merci pour tout ce que tu amènes parce que c'est vraiment super intéressant. Hein. Ouais. C'est vraiment top. Hein. Oui, Christine, évidemment, on touche à l'identité. Christine, ma Christine Cécile. Il y a autre chose? Mais je pense une question qui est revenue dans différentes remarques, c'est à Vinciane, c'est est-ce que tu connais des entreprises qui ont mis en place la marque employeuse et comment ça s'est passé? Et Renaud Genard nous dit, chez nous, il y avait énormément de résistance, mais je remarque après 1 an et demi, je pense que même les personnes les plus réfractaires font attention aujourd'hui même dans la communication informelle. Vinciane, toi, ton expérience et avec d'autres entreprises, c'est quoi? C'est que si cette entreprise, elle est prête, qu'elle a fait du travail en interne pour considérer que les stéréotypes de genre sont inacceptables, que il y a du travail qui a été fait sur les évolutions, sur la formation, le recrutement, que c'est une culture en fait qui est portée en interne. Le langage, ça reste un bastion assez protégé hein, en français. On sait que on change pas comme ça le vocabulaire. Hein. Quand on dit on passe de clé C-L-E-F à clé C-L-E, ça fait tout un... C'est très très perturbant pour tout le monde. Donc forcément, ça touche à l'intime, c'est ce que je disais. Et cet intime, il ressort au moment du travail sur le langage de l'entreprise. Simplement, si c'est pour des valeurs d'égalité, de partage, de respect, de confiance, d'éthique, d'intégrité, tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure, il y a un moment où le groupe, le collectif fait ce travail, fait ce chemin, ça frotte à certains endroits. Et puis, petit à petit, ça devient la norme. Et après, je vous assure que quand on a conscientisé le langage et qu'on a commencé à le pratiquer, et c'est un travail, hein, chaque jour, à chaque mot, d'utiliser un vocabulaire féminin pour dire les femmes, masculin pour dire les hommes, c'est un travail au long cours, un travail de fond qui doit être porté par le collectif à tous les étages de l'entreprise et qui va susciter des remous, des objections, etc., des je veux pas en entendre parler, des mais oui, on peut pas faire sans.
Et puis le chemin va faire et au bout d'un certain temps, ça devient la norme, une nouvelle norme en fait. Et c'est dans l'objectif d'une vie meilleure en fait, d'un bien-être des personnes qui font partie de l'entreprise. J'ai vu passer dans le chat, sage-femme, ça devient quoi au masculin? Et je vois la réponse, un mailloticien. Donc merci à Emmanuel d'avoir posé la question et merci à Diana d'avoir proposé une réponse. Simplement, je vais mettre un petit bémol. Mailloticien, c'est un terme technique qui vient de la philosophie et qui dit qu'on accouche des idées et qui a été transposé quand il s'agit de nommer les hommes dans les métiers dans les parmi les sages-femmes. Sage-femme, ça veut pas dire que ce sont des femmes qui sont sages et que on deviendrait des hommes qui deviendraient sages. C'est la sagesse du corps des femmes. C'est la sagesse de la connaissance. C'est la connaissance du corps des femmes au moment de l'enfantement, du corps des femmes tout court. Et donc, sage-femme, c'est un terme très noble, en fait. Et mailloticien, c'était comme pour dire que les hommes pouvaient pas être sage-femme. Donc, il fallait trouver un terme plus technique, plus classe, quoi, parce que pour nommer les hommes de manière plus noble. Donc, voilà, je réinterroge, c'est comme technicien de surface et femme de ménage. C'est la valeur qu'on met au mot et qui va donner une valeur différente au métier. Selon qu'on est une femme et qu'on nettoie par terre, selon qu'on est un homme et qu'on nettoie par terre, on va pas utiliser les mêmes typologies de mots. Et je vous interroge sur ce que ça veut dire, en fait, dans votre échelle de valeur, dans votre environnement. Est-ce que vous adhérez à ça? Est-ce que vous avez envie de continuer à porter ça ou est-ce que vous voulez faire autrement? Oui, on a inventé le terme technicien de surface parce qu'ils voulaient, les hommes qui étaient en particulier dans les bureaux derrière les machines nettoyeuses ne voulaient pas être appelés hommes de ménage. Bah oui. C'est un peu ça, hein, ce que tu racontes. Ouais. Et ça veut tout dire, hein, parce que ça veut justement tout dire, ça dévoile tout de la position qu'ont les femmes dans la société et de la dignité différente qu'elles ont et de la dignité différente. Et on parle de ça en fait en parlant du langage. Donc, Christine, est-ce que tu crois qu'on peut clôturer ou il y a encore des choses Moi, je vois une petite remarque sur les personnes transgenres avant qu'on clôture. Oui, je suis d'accord que le travail qu'on fait là, si à partir du moment où on s'adresse à toutes les personnes, on s'adresse à tous les genres, quels qu'ils soient d'un côté d'une échelle, de l'autre côté d'une autre échelle, qu'ils soient au milieu de l'échelle, peu importe en fait, toutes les personnes qui auraient un genre, un autre, qui en auraient changé, pas changé, peu importe. Le plus important, c'est de s'adresser à tout le monde et avec le même respect et accorder la même dignité à chaque personne. Ouais. Je vois plusieurs fois, je ne sais pas si c'est la même personne qui m'a demandé le nombre d'hommes qui a participé. Oui, il y en a eu, hein, comme Vincent, il y a eu Lionel, il y a eu Olivier, mais comme d'habitude, on est très heureux qu'ils soient là, c'est toujours une minorité. Mais quelle minorité? Une minorité qui soutient un combat tellement important. On a tellement besoin de... Ah, et on a Pascal de chez Carrefour. Merci Pascal d'être là, c'est super. Donc ouais, attends, on a des sacrés mecs quand même. Et des sacrés nanas. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, alors on les valorise, mais il y a beaucoup de femmes exceptionnelles. Et des topissimes nanas, on est tout à fait d'accord. Christine, et Pitstone, oui, juste, tu as raison, Pitstone. Je ne l'ai pas vu dans le chat, mais je l'avais vu dans les inscrits. C'est super, Pete, que tu sois avec nous. Je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Christine, et on a besoin d'eux, effectivement, pour faire avancer ce sujet, parce que ce n'est pas un sujet qui concerne que les femmes, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et le langage, je le redis, il est collectif, il appartient à tout le monde. Exactement. Christine, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on a couvert toutes les questions et moi je finirai juste avec une question qui est une question un petit peu ouverte qui a été posée sur maintenant qu'on passe à ces webinaires, comment est-ce qu'on peut améliorer le networking et le réseautage entre les participants? C'était la dernière question qui était posée. Eh bien, sérieusement, j'y travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup, mais comme plus on avance et plus on est dans l'incertitude, j'en sais rien. Je ne sais pas. En fonction de vos réponses au questionnaire d'évaluation, on va voir s'il faut qu'on continue
à faire ce genre d'événements sur des plateformes digitales, ou s'il faut qu'on attende quoi, un an pour nous voir. Et un an et encore, non, c'est strictement, je ne sais pas, je suis paumée, je suis complètement paumée. Je ne sais pas comment on peut faire. Si vous avez une recette, vous me le dites, hein, vous m'envoyez un petit mail, vous me le dites. Mais... Pour une personne paumée qui a lancé un webinaire où il y avait 200 personnes inscrites, je trouve que ça va, tu t'en sors pas mal, Isabella. Ouais, mais bon, en fait, je sais vraiment pas à quelle sauce on va être mangé dans les prochains mois. Donc, et voilà. Et que va devenir cette question de l'égalité, de la diversité, de l'inclusion c'est encore une autre partie de l'histoire. Il suffirait d'une crise, il suffirait d'une crise, disait-elle, pour que les droits des femmes soient remis en question. C'est pour ça que je suis super contente, en fait, qu'on soit toutes et tous ensemble là, parce que si on est solidaire, si on est rebelle, si on gueule assez fort, pour ne pas reculer dans ces temps qui peuvent être extrêmement dangereux pour notre combat, voilà, on doit se soutenir. Et donc, c'est pour ça, merci pour la question, pour le networking, parce que c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit en lien, il faut qu'on se soutienne absolument. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je suis contente de vous avoir aujourd'hui. Voilà. Et merci à toute mon équipe. Merci Stéphanie, merci Didier, merci Julie pour nous avoir accueillis sur ta plateforme et nous avoir guidés voilà, dans cette première aventure compliquée. Merci 1000 fois Christine. Merci Vinciane, tu as été vraiment top. Désolée de t'avoir brusqué, mais je crois que bon voilà, à la fin du on est arrivé à dire au moins, allez, un peu de ce qu'on devait dire. Merci pour cette invitation et merci d'avoir abordé cette question qui est sensible. Merci. Voilà. Et moi, je vous envoie des bisous. Vous n'allez peut-être pas les recevoir tout mouillés, mais je vous envoie des bisous quand même. Ciao. Julie, tu peux revenir et éteindre. Ok, nickel. Alors, vous allez trouver le replay au travers d'un mail. Si jamais vous ne recevez pas, donc c'est un mail de Livestorm, envoyez-moi un mail à julie@girly.net et je vous enverrai l'enregistrement. Et je pense, Isabella, tu es d'accord, envoyer les slides. C'est ça, oui, non, mais bien sûr, évidemment. Okay, oui, nickel. Bien sûr. Voilà, je vais clôturer. Merci, j'étais ravie de vous accueillir. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci. Ciao. Au revoir à tout le monde. Ciao. Au revoir.